Moi, je me sens vraiment entrepreneur, c'est-à-dire essayer d'inventer, d'imaginer des choses, de créer des nouvelles choses, d'aider des gens eux-mêmes à en créer. Et c'est ça qui me plaît et c'est ça qui me permet de me lever chaque matin et d'aller bosser. Je pense qu'il faut être très naïf pour être entrepreneur. Et j'ai encore cette naïveté qui m'aide à voir justement des opportunités. Au fond de moi, je me sens beaucoup plus entrepreneur que chef d'entreprise. Et puis il y a le mot chef dans chef d'entreprise. Je pense qu'il faudrait plus de leaders et moins de chefs dans la majorité des boîtes que je vois tous les jours. Pour moi, c'est pas un métier, c'est une âme, vraiment. Je pense qu'il y a des personnes qui ont cette âme d'entrepreneur et qui sont pas forcément en train de créer ou de diriger une entreprise. Je définis entrepreneur comme un aventurier ou un voyageur ou quelqu'un qui a envie de défricher, de s'amuser un petit peu, de tenter des choses, éventuellement de prendre des risques. Entrepreneuse, oui. J'aime beaucoup ce mot. J'entends décider, choisir et guider. Les chefs, non. Ou alors chef de cuisine, parce que c'est une belle cuisine. I'm not saying it's nothing, but we don't need to hold hands. You could get away so easily. If you like, I could mean it. If you like, we could try. I could be here by your side. You're the one to hold me down. You could be the one to show me how. You could turn this heart around. If you're gonna tell me now. Sing out. Love, love, we can't help what we're feeling. Love, love, we can't help what we're feeling. Internet est la révolution technologique dont l'adoption et la croissance sont les plus rapides de l'histoire de l'humanité. Elle touche en moins de 20 ans ce que l'électricité ou le chemin de fer ont fait en plus d'un siècle. On assiste aujourd'hui à l'éclosion d'un autre monde, un monde où les anciens doivent se transformer pour continuer à exister. Cette révolution offre un champ des possibles inouï, porté par une nouvelle génération d'entrepreneurs qui rivalisent de créativité pour faire émerger les innovations de demain et bâtir de nouveaux empires. Qui sont ces entrepreneurs qui créent leur start-up à partir d'une simple idée? Comment sont nés leurs projets et comment les ont-ils fait grandir? Qu'est-ce qui les motive à prendre des risques? Nous avons voulu percer le mystère de leurs rêves, de leur réussite, mais aussi de leurs préoccupations et sommes allés à leur rencontre de Paris à New York en passant par la Silicon Valley, à la rencontre d'hommes et de femmes qui veulent changer le monde. La première activité, je l'ai vraiment démarrée finalement quasiment pour m'occuper, éventuellement pour un jour réussir à gagner ma vie, mais ça c'était vraiment un espoir assez lointain. Enfin, je me suis rendu compte qu'au final j'étais en train de monter une entreprise et un projet qui était associé. J'ai eu un accident, j'ai envie de dire, dans mon parcours de vie. J'ai perdu mes parents, il y a eu le crash de la bulle Internet. Et donc ma boîte a fermé, donc je me suis retrouvée en 2001 avec, j'ai envie de dire, plus rien. Et du coup, ça faisait très longtemps que j'avais envie de devenir entrepreneuse. Moi j'ai eu la chance finalement d'entreprendre très tôt sans savoir que c'était ça, mais à 15 ans je me suis dit il faut faire un média pour les jeunes sur internet et donc j'étais au lycée. Et donc c'est là où j'ai commencé à faire mes premiers blogs, mes premiers trucs et à rassembler une petite équipe. J'ai été employé avant, j'avais l'impression parfois de faire des choses mais de ne pas voir les conséquences, ni en bien ni en mal d'ailleurs. J'avais envie d'avoir une certaine autonomie par rapport aux décisions que je prenais sur un projet qui me tenait beaucoup à cœur. J'ai pris un poste de chercheur à l'INRIA, encadré un certain nombre de docteurs et on est arrivé à un projet de start-up. Je n'ai pas toujours rêvé d'être entrepreneur. D'abord, j'ai fait des études de littérature, donc non pas que je rêvais aussi d'être prof, mais c'était un peu la voie et la carrière qui s'offrait à moi. C'est l'ennui qui m'a donné envie d'entreprendre quelque chose d'autre. C'était pas dans une logique plus économique, mais vraiment de faire quelque chose, de donner plus un sens à ma vie, quelque chose de plus excitant. Je sais pas si chez moi c'était pas une réflexion très aboutie de je vais entreprendre. C'était plutôt un besoin d'être dans un environnement extrêmement dynamique et un besoin de pouvoir
peser de tout mon poids sur l'avenir de l'entreprise. J'ai envie qu'on arrête de me parler des entreprises qui ne vont pas. Il y a des industries qui sont naturellement en décroissance, dont on sait qu'elles ne perdureront pas, pour plein de raisons, parce que le monde change, parce que les technologies changent, parce qu'il y a des ressources qui s'épuisent. Moi, j'ai plus envie qu'on me parle de pétrole, j'ai envie qu'on me parle de comment est-ce qu'on résout ce problème d'énergie pour plus tard, et qu'on me parle de qui sont les entreprises qui vont construire, ou en tout cas qui vont créer la rupture qui va permettre de changer de modèle. Saint-Gobain voit le jour en 1665, Vivendi en 1853, Alcatel-Lucent et Peugeot en 1898. Parmi les 40 premières entreprises françaises, aucune n'a vu le jour au XXIe siècle. À leur tête, quelques bataillons de cadres issus des écoles qui forment l'élite française depuis plusieurs décennies. Internet a changé les perspectives de ces grandes organisations, mais surtout initié un âge d'or pour tous ceux qui rêvent d'entreprendre. Un âge d'or dans lequel entre de plein pied une nouvelle génération d'entrepreneurs de tous âges et venus de tous horizons. Aujourd'hui, on a le pouvoir de créer quelque chose depuis notre garage, on a le pouvoir de créer des startups qui ont un potentiel immense, quoi. Et avec beaucoup de focus et en étant un peu malin, en sortant du garage, tu peux vraiment créer quelque chose de bien. Aujourd'hui, entreprendre, ça coûte rien. C'est-à-dire que on est capable avec un ordinateur de créer un succès mondial. Et ça, cette différence de besoin change complètement la possibilité de devenir entrepreneur et de se lancer. La start-up, c'est ça. C'est-à-dire on peut démarrer de n'importe où, une chambre dans une ferme en Bourgogne, si on est un geek, et brusquement, on va arriver à faire venir le monde entier dans ce qu'on aura inventé. Ma première expérience entrepreneuriale est très difficile puisque à 23 ans, on ne connaît pas grand-chose. Donc je me suis lancé, c'est un peu comme si vous sautiez à l'eau sans savoir nager. Donc il faut très très vite apprendre, il faut très très vite progresser, il faut très vite comprendre ce qui se fait à droite, à gauche. Donc c'est une expérience très très difficile. Ma première expérience entrepreneuriale, elle est très naïve. On avait relativement peu de moyens et certainement pas assez pour pouvoir faire ce qu'on avait à faire. Et puis finalement, on a quand même réussi à le créer parce qu'on était obstiné, parce qu'on a suivi notre idée. Notre première expérience entrepreneuriale, c'était vraiment, c'était une grosse galère, mais en même temps, c'était vraiment extraordinaire parce qu'on a appris plein de choses en très très peu de temps. Tout le côté légal, tout le côté, en final, Internet, c'est pas vraiment le Far West, il y a quand même des règles à respecter. Si une majorité des créateurs de start-up a comme moteur de création l'envie d'entreprendre, ils sont tout autant à vouloir relever des défis humains, techniques, personnels, qui demandent de s'adapter constamment et ne pas céder à l'angoisse. Tu es toujours confronté à des obstacles. Moi j'appelle ça l'équilibre instable, c'est comme si tu étais sur des patins à roulettes avec des boîtes de chaussures sur les patins à roulettes. Et quand tu as réussi à stabiliser un côté, c'est toujours l'autre côté qui se met à bouger. Donc c'est en permanence à jouer entre tes deux patins à roulettes, mais je pense qu'il y a aussi une certaine forme de folie, parce que à la lueur de mon parcours, pourtant j'ai survolé plein de territoires au cours de mon existence, la seule dont je me suis dit avec le recul, si c'était à refaire, je ne sais pas si j'aurais les couilles de le refaire, c'est l'entrepreneuriat. Je pense que les 2-3 premières années, on a pris quoi, une semaine de vacances par an. On bossait tous les soirs jusqu'à pas d'heure, tous les week-ends. Ça ne nous posait aucun problème. Enfin voilà, parce qu'on était porté par une énergie qui faisait que ça ne nous gênait pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'était pas fatigué et que c'était facile. On ne peut pas non plus être entrepreneur comme ça parce que juste on a une idée. Enfin voilà, Il ne faut pas minimiser ce que ça veut dire, les sacrifices, les risques qu'il faut prendre. S'ils veulent gagner de l'argent tout de suite, c'est pas pour l'argent tout de suite. Donc voilà, c'est des sacrifices de confort de vie, c'est des sacrifices financiers. De temps aussi. Quand on est entrepreneur, c'est du matin jusqu'au soir, le week-end. Enfin, voilà, nous, on vit bâbleur. L'angoisse que j'ai eue, c'est de voir les charges qui montaient tous les mois et les revenus qui ne montaient pas du tout. Donc les nuits où je me disais comment je vais faire pour rémunérer les gens qui m'ont fait confiance, qui ont démissionné de boulot de salarié pour me suivre. Mais pourquoi j'ai fait ça? Ouais, j'ai eu des moments de solitude. Et pour les surmonter, et là je me suis découvert une qualité d'entrepreneur, c'est que je me suis dit, attends, le modèle économique ne marche pas.
j'envoie du trafic sur les sites marchands, mais ils me rémunèrent que sur les ventes, la conversion est mauvaise, et ben tiens, je vais inventer une agence pour augmenter la conversion des sites e-commerce. Donc j'ai développé Malinea, une autre activité, qui a commencé à prendre, à grandir. Hein. Donc j'ai répondu à l'angoisse par l'action. Il y a des moments euphoriques et des moments où on est au fond du gouffre. Et il faut savoir que ces moments qui sont au fond du gouffre ne sont que passagers, comme les moments euphoriques d'ailleurs. Il faut savoir jongler un peu avec ces émotions parce que ça change tout le temps. Well, entrepreneurs are strange people. They like challenge. If it's too easy, they don't feel excitement, right? So I never felt any, difficulty or any pain. I just enjoyed. Si l'entrepreneur d'aujourd'hui est majoritairement un homme, qui a en moyenne 38 ans, diplômé du supérieur, les chiffres sont de plus en plus rafraîchis par une nouvelle génération. Au-delà de son portrait type, les visages de l'entrepreneur sont multiples, ses intentions tout autant. Il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a les créatifs et sans que ce soit péjoratif, les copieurs. Donc les créatifs, c'est ceux qui vont avoir une bonne idée, une idée disruptive et qui vont évangéliser parfois un marché, etc. Et puis il y a les copieurs qui sont des gens qui vont dire « Ok, il y a ça, ben moi je vais le faire mieux que les autres ». Il faut aussi des entrepreneurs qui aient le long terme dans leur projet entrepreneurial. La logique, parce qu'il y a eu plein d'histoires, notamment aux États-Unis, dire j'ai trouvé la bonne idée, j'ai créé quelque chose et puis je l'ai vendu des milliards de dollars, ça c'est très ponctuel et ça ne fait pas le développement et la richesse d'un écosystème. L'entrepreneur puise autant dans ses expériences de vie que dans ses compétences pour atteindre son but. Le moteur, ce qui tire l'entrepreneur vers le haut, ce qui lui permet aussi de rassembler des hommes, des femmes autour de lui, c'est la vision, c'est l'idée, c'est l'idéal qu'on cherche à atteindre, à exécuter. Et ça fait 14 ans que je travaille sur ce projet, bientôt 15. Donc je pense que c'est aussi peut-être une des vertus ou ceux qui portent des projets, c'est vraiment de croire dans ton projet et de tout donner. Il y a une phrase qui m'éclate, qui est celle d'Eleanor Roosevelt, que j'adore, qui dit « Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leur rêve ». Ouais, moi c'était mon rêve, je ne l'ai pas lâché, je le continue aujourd'hui. Il faut être capable d'être un caméléon, très très proche des utilisateurs, comprendre ce qu'ils veulent et puis être capable de se remettre totalement en cause, y compris sur le projet lui-même, c'est pas grave. C'est quasiment plus l'acte de faire quelque chose avec une bonne équipe que de réfléchir à une idée révolutionnaire. C'est vraiment de faire. Si vous changez de projet, c'est pas grave. Si tu analyses toutes les forces entrepreneuriales, les risques, etc., tu vas pas. Donc il faut à un moment donné, il faut fermer quelques zones et avoir aussi le côté rebelle. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs, à mon avis, si on faisait un stéréotype de l'entrepreneur, je pense que le côté rebelle, le côté il faut de l'énergie, il faut de l'enthousiasme, je pense qu'il faut l'avoir à tout âge, je pense. Maintenant, on sait qu'on n'a que 30 ans, que c'est notre première expérience professionnelle, qu'on n'a jamais rien fait sinon PeopleDoc. Donc, on va chercher des conseils tout le temps. Donc, auprès de nos investisseurs, auprès de nos coachs, auprès de nos employés. À l'inverse des capitaines d'industrie comme Bernard Arnault, Jean-Luc Lagardère ou François Pinault qui se sont lancés en solo, les entrepreneurs d'aujourd'hui préfèrent un jeu plus collectif. La seule fois où j'ai essayé de faire quelque chose seul, j'ai échoué. Parce qu'on ne peut pas, c'est impossible de maîtriser dans nos métiers, l'e-commerce, l'internet, on ne peut pas savoir acheter, on ne peut pas savoir faire du marketing, on ne peut pas savoir parler à un ingénieur, on ne peut pas savoir parler à un avocat, à une DRH. Toutes ces compétences-là sont multiples et quand la boîte se grandit, elles deviennent encore plus complexes et plus techniques. Donc moi j'ai toujours créé des boîtes avec des associés. La première on était 3, celle-là on est 4. J'ai rencontré mes associés complètement par hasard. En fait, j'allais dans une réunion dans un incubateur. Un incubateur, c'est un endroit très bien où on peut rencontrer plein de gens. Et en me promenant dans les couloirs et en racontant ce que je fais, on m'a dit « Tiens, tu devrais aller voir les deux types là-bas au fond du couloir, parce qu'ils font exactement la même chose que toi. » Alors évidemment, ça m'a piqué ma curiosité. Et je suis allé les voir et effectivement, c'était le cas.
Et donc on s'est dit finalement plutôt que de créer 2 startups qui font exactement la même chose à Paris avec une ambition mondiale, on va plutôt se mettre ensemble et essayer d'être plus fort à 3 que tout seul, quoi. Mais comment bien choisir ses associés, de surcroît lorsqu'on démarre entre amis? Une option aujourd'hui choisie par la moitié des startups. C'est une répartition des droits et des devoirs qui doit être juste et qui doit sembler juste à tout le monde. Typiquement, ce que je vois dans des entreprises, c'est que 2 associés s'associent, souvent à parité, et puis il y en a un qui fait tout et l'autre qui fait rien. Et là, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas une égalité de droits et de devoirs, et ça finit par exploser. Donc c'est d'essayer d'avoir des associations qui soient équilibrées ou dans lesquelles tout le monde se sent confortable, dans lesquelles tout le monde a une dose ou un volume de travail équivalent. Avides de liberté et d'indépendance, de plus en plus de jeunes franchissent le pas et créent leur start-up en bâtisseurs d'un nouveau monde. La nouvelle génération d'entrepreneurs, je trouve que ce qu'elle a de nouveau, c'est qu'elle est vraiment dans un bain global. C'est-à-dire qu'elle est, moi j'échange en ce moment avec des jeunes qui partent en Chine dans un accélérateur hardware, qui partent quelques mois au Chili pour Startup Chili, au Portugal, d'autres qui vont étudier à Berkeley pour faire avancer leur projet. Enfin, je pense qu'on est vraiment dans une période où les Français n'ont pas peur de sortir de chez eux, n'ont pas peur de croquer le monde. Maintenant, beaucoup d'entrepreneurs ont des gens qui ont 21, 22, 23, 24 ans. Donc ce sont des gens qui sortent de l'école et c'est un peu un renouveau auquel on assiste depuis quelques années. La nouvelle génération d'entrepreneurs trouve que d'entreprendre c'est plus facile. C'est-à-dire qu'avant ils se posaient tout un tas de problèmes, si je me plante, qu'est-ce qui va se passer? Et là non, on a tendance à y aller à fond, à se lancer, à pas finir son université comme Zuckerberg et Harvard, mais il y a pas mal d'autres exemples comme ça. C'est beaucoup plus facile de démarrer jeune, ou en tout cas avec quelques années d'expérience, mais quand on a une certaine liberté d'action, typiquement, je pense que l'âge de 25-35 ans, c'est l'âge idéal pour entreprendre. La start-up n'est pas une entreprise comme les autres. Ses codes lui sont propres. Ce qui caractérise une start-up pour moi, c'est le fait qu'on n'a pas encore vraiment trouvé son plan de vol. On est encore dans un mode exploratoire. Exploratoire en termes de produits, exploratoire en termes d'organisation, mais surtout exploratoire en termes de business model. C'est-à-dire qu'on essaye des choses. Une start-up normale, elle fait de l'A/B testing, c'est-à-dire qu'elle teste des hypothèses et des options de façon quotidienne sur des cycles très courts, en temps quasi réel, et elle se réinvente pratiquement toutes les semaines. La vision ne change pas, on veut changer le monde et on a une idée du monde qu'on veut changer et comment on veut le rendre meilleur, mais le chemin pour y aller, on l'investigue quotidiennement. À mon avis, on change du mode start-up en mode entreprise quand on a trouvé la route. Parmi toutes les routes qu'on a essayées, oui, celle-là, elle fait du sens et on va garder un cap un petit peu stable et puis on va aller tout droit sur ce rail-là. Quand on arrive à se mettre sur un rail, à mon avis, on n'est plus une start-up. Bien que présentées comme un environnement idéal de travail, les startups connaissent des débuts chaotiques pour les créateurs et les collaborateurs. On bootstrap, on teste, c'est l'heure des montagnes russes. On a commencé Fresh Planet en 2009 et on a levé un petit peu d'argent. Moi, c'est le moment où je suis venu ici m'installer à New York. Et c'était le moment où je pensais que tout allait nous réussir. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que toutes les choses ont commencé à aller mal dès 2009, 2010, 2011. À tel point qu'en 2012, on s'est retrouvé dans une situation, dans une impasse où on n'avait plus beaucoup d'argent dans la société. On avait développé des jeux, mais ces jeux n'avaient pas encore beaucoup de succès. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à envisager d'arrêter la société. Je suis allé me promener sous le Golden Gate Bridge, un petit parc qui s'appelle Crissy Field. Et en quelques minutes, en arrivant pratiquement sous le pont, voilà, j'ai eu l'idée de ce jeu qui allait devenir Song Pop, qui est devenu un très très grand succès. Et je suis très vite revenu à New York. On a arrêté tout ce qu'on faisait. On a développé le jeu en 2 mois et demi et on l'a lancé. Et au moment où on a lancé le jeu, on avait à peu près 3 semaines de cash devant nous. Donc j'avais même pas assez d'argent pour arrêter la société. Parce qu'il faut un petit peu d'argent même pour fermer une société, c'est pas toujours évident. Et puis un jour, je me rappelle, c'était un jeudi après-midi, j'étais devant mon écran et on monitore l'évolution des serveurs, le trafic, etc. Et tout à coup, je vois un boost de trafic énorme. C'était tout simplement Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, qui avait parlé de notre jeu sur son mur Facebook. Et à partir de ce moment-là, tout s'est emballé très vite. On a vu l'explosion dans tous les pays, un à un.
Et on est devenu numéro 1 dans l'App Store, pratiquement dans tous les pays du monde, aux États-Unis, en Angleterre, en Europe, etc. Et la société est passée d'une situation de quasi-faillite à une situation complètement inversée en quelques semaines, où on est passé à des profits, on est passé à une expansion. 2 ans après, Songpop, c'est plus de 100 millions de joueurs à travers le monde. Le pivot d'une compagnie, ça consiste à changer soit de produit, soit de business model, soit les deux, de façon drastique et rapide. On décide de faire un pivot en général quand on arrive au constat de l'échec d'un modèle précédent ou d'un produit précédent. Et que face à ce constat d'échec, on préfère retenter autre chose plutôt que de tout abandonner. Pour nous, l'étape la plus difficile à franchir, ça a été le pivot qu'on a fait, le changement de business model qu'on a fait. En fait, de 2008 jusqu'à 2011, sur les conseils d'une partie de nos actionnaires de l'époque, on vendait la technologie de Melty en licence, c'est-à-dire qu'on proposait aux autres médias de louer la technologie pour leurs propres médias. Et en fait, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Donc en 2011, on n'avait plus une thune, c'était une catastrophe, c'était une galère. Enfin, il nous restait 1 mois de salaire, même pas. J'étais sur le point de licencier les 15 personnes qui travaillaient à Melty, parce que je ne savais pas quoi faire. Et j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec un autre entrepreneur incroyablement brillant, qui s'appelle Pierre Chapaz. Il connaissait le projet, il trouvait que c'était génial, et il a choisi d'investir un petit ticket, mais c'est ce petit ticket qui nous a donné notre chance, qui nous a permis de passer du statut de boîte de technologie à média. Bon nombre d'entrepreneurs rêvent de disrupter leur marché. Mais au-delà de l'idée, c'est bien l'exécution qui est l'élément déterminant. Elle demande une exigence de chaque instant. Le business plan, c'est génial. Hein. On démarre petit, vous donnez de l'argent, on va devenir plus gros. Plus vous en donnez, plus bien sûr on va faire de la pub et puis on va devenir gros. Et à un moment donné, le monde devient notre marché et la boîte va être énorme. Mais il y a très peu d'élus là-dedans. Donc au lieu de se concentrer sur le business plan, on devrait se concentrer sur le produit, son innovation, qu'est-ce qu'il apporte de différent pour le client, pourquoi on va vous l'acheter et comment vous allez faire pour continuer à satisfaire longtemps le client. À l'époque, j'ai 21 ans, donc les réflexions d'ordre métaphysique et stratégique, très loin de tout ça. L'idée était plutôt d'abord de bien faire les choses, de construire les choses de manière progressive, solide, pérenne, finalement assez loin de la folie des années 2000 où l'argent tombait du ciel et on faisait tout et n'importe quoi. Non, l'idée au contraire était plutôt de se dire on va essayer de gagner un client, de le satisfaire pour en avoir un deuxième, puis 4, puis 8, puis 16, puis 32. Et c'est qu'une fois qu'on a pu digérer tout ça et finalement soi-même on a pu évoluer, qu'on commence à se dire tiens, ce serait peut-être pas mal si finalement maintenant on pouvait juste viser beaucoup plus loin que ce qu'on fait et essayer d'accélérer justement pour atteindre cet objectif. Comme le dit Paul Graham, cofondateur de Y Combinator, contrairement à une entreprise qui se contente de 5% de croissance par an, une start-up a pour objectif de croître de 10% par semaine. On mixe alors des méthodes classiques et de nouvelles approches, comme le Lean Startup ou le Growth Hacking, qui reposent sur l'expérimentation systématique et l'itération du produit. Il faut lancer assez rapidement son produit pour avoir un retour des utilisateurs et intégrer et itérer très rapidement. C'est une des citations que je préfère, c'est celle de mon ami Reid Hoffman, l'inventeur de LinkedIn, qui dit « Si vous n'avez pas honte de votre produit quand vous le lancez, c'est que vous l'avez lancé trop tard ». Dans une start-up technologique, le produit ne peut pas être l'apanage de la R&D, c'est pas possible. Il faut aussi qu'il soit celui qui concerne les équipes commerciales qui sont en contact avec les besoins clients, il faut qu'il concerne les équipes marketing, il faut qu'il concerne les équipes opérationnelles. Donc systématiquement, sur tous les sujets, on croise les regards. On ne sort pas un communiqué de presse sur une évolution technologique sans que les gens de la R&D soient impliqués. On ne planifie pas une évolution du produit sans que les gens du marketing, du commerce ou du consulting aient pu donner leur avis là-dessus. Donc je dirais délégation, partage d'informations, collaboration et grande transparence. Les nouveaux entrepreneurs veulent également inventer l'entreprise de demain, son organisation, son mode de management, faire en sorte que chacun s'accomplisse au profit d'une œuvre collective. L'exercice du recrutement est particulièrement clé et ouvre de nombreuses portes à de nouveaux profils. Des profils recrutés à 91% en CDI. Le recrutement, c'est clairement un combat de tous les jours parce que on sait bien que ce qui va faire la croissance de demain, c'est les talents qu'on aura recrutés. Et nous, on recrute beaucoup à contre-emploi, c'est-à-dire, par exemple, la responsable éditoriale, avant, elle était juriste à la mairie de Paris, aucun rapport. Prendre un directeur financier qui rêve d'être directeur marketing et lui dire « tu vas être directeur marketing », il va vous le rendre au triple. Et donc, c'est toujours ce qu'on a fait. On a une ancienne danseuse étoile au sein de l'équipe commerciale, on a une comédienne, on a... Et je crois beaucoup aux éclosions tardives, en fait.
prenez des gens qui sont prêts à tout inventer et pas des gens qui vont essayer de plaquer des modèles anciens sur quelque chose de nouveau. Un tiers des collaborateurs en start-up détient des parts du capital et induit un nouveau rapport au travail. À l'opposé d'un management de pouvoir et de contrôle, les entrepreneurs placent l'autonomie et la créativité au cœur de la dynamique. Je pense qu'il faut remettre l'expérimentation, l'amusement, le droit à l'erreur dans les valeurs managériales. Et moi, c'est vrai que j'ai été dans des sociétés où je pouvais ne pas parler en réunion parce que j'avais peur du jugement, j'avais peur de me planter. Et donc j'ai vraiment fait en sorte ici que les gens n'aient pas peur de ça et de créer un environnement créatif. Je pense qu'il n'y a pas des gens créatifs, des gens pas créatifs, il y a des environnements créatifs dans lesquels tout le monde devient créatif. Et pour ça, en fait, la créativité, c'est de la rigueur, des rituels, des process. Plutôt que de mettre des hiérarchies strictes, on a préféré mettre des valeurs qui font qu'à chaque fois qu'on doit prendre une décision, que chacun d'entre nous doit prendre une décision, eh bien on peut se référer à ces valeurs-là et être sûr qu'on prend la décision qui correspond aux valeurs du projet dans son ensemble. Si le schéma hiérarchique est moins pyramidal, une grande rigueur et un bon pilotage de la performance sont de réels impératifs. Je n'ai pas le nez dans les chiffres toute la journée, mais c'est vrai que les chiffres jouent un rôle très important chez nous. On a investi très tôt dans le système d'information pour avoir une visibilité sur l'activité qui soit extrêmement fine. Et aujourd'hui, on sort un compte de résultats tous les mois. Donc en fait, on a une visibilité permanente sur à la fois le niveau de rentabilité, la performance en termes de chiffre d'affaires, de trésorerie, de retard, de performance des projets. On a les chiffres sur à peu près tout. Une entreprise, ça se pilote au plus près, c'est-à-dire que ça doit vraiment être très précis dans la façon dont la gestion est effectuée, il faut être précis dans la façon dont on prend des brevets, il faut être précis dans la façon dont après le développement se passe, il faut être précis sur la partie financière bien sûr du business. Donc il faut oser avoir ce pilotage de très près. Là où l'échec et la prise de risque étaient perçus comme des défauts, ils deviennent des opportunités vers lesquelles on n'a plus peur de s'aventurer. Je pense que la zone de confort, effectivement, est bien. Il y a un moment où on en a besoin, parce que je pense qu'on a tellement des hauts et des bas dans une vie d'entrepreneur que voilà, il faut un moment, un minimum de confort pendant une petite période, mais il ne faut pas qu'elle soit trop longue, parce que, un, je pense que ce n'est pas dans notre nature, et deux, c'est très risqué pour l'entreprise. Il y a eu un conseil qu'on m'a donné, et je me souviens, c'était un de mes associés qui m'a dit un jour, bon c'est cool, tu as passé un premier palier, tu as fait 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est super, mais oublie pas ton esprit d'avant. Oublie pas quand tu es arrivé, l'esprit que tu avais quand tu arrivais, que tu étais venu nous voir, que tu avais une idée. Parce qu'on sentait que tu avais envie de prendre des risques. Et oublie pas ça, parce que la pire erreur, je pense, c'est de s'endormir et de se réveiller un matin et de se dire « je suis face au mur et c'est foutu ». Donc, quitte à prendre des risques, quitte à investir un peu plus, quitte à se mettre un peu dans le rouge, fais-le. Parce que c'est ça qui fait la nature de l'entrepreneur, parce que c'est ça qui va te permettre de repasser la montagne d'après. Je pense vraiment que le droit à l'erreur, c'est super important dans une start-up. À tel point que nous, en fin d'année, parfois je dis à certaines personnes, tu as fait une super année, mais tu n'as pas eu d'échec, donc tu n'as pas assez risqué. Pour moi, si on risque, forcément, on se plante une fois sur deux. Et donc, ça fait partie du jeu d'avoir des échecs. Donc, quelqu'un qui n'a pas eu d'échec, c'est qu'il n'a pas assez osé, il n'a pas assez pris de risques. Ces nouveaux entrepreneurs n'hésitent pas à se rapprocher au plus vite de leurs écosystèmes et des opportunités de croissance. En 2011, nous nous sommes installés à Palo Alto, dans un souci à Palo Alto d'être plus près de l'écosystème des développeurs. En étant voisins de Twitter ou de Facebook, il était plus simple pour eux de nous intégrer dans leur développement, de bien comprendre comment on pouvait rejoindre leur envie de développer leur fonctionnalité liée à la vidéo. À New York, dès 2007, nous avons une équipe à la fois en charge de la recherche de partenariats de contenu et également de monétisation. Pourquoi avoir choisi les USA dans le cas de Scoopit? C'est assez évident parce que Scoopit c'est un acteur du web
Et on a plusieurs raisons de venir ici. La première raison, c'est de bénéficier non pas des USA, mais de la Silicon Valley, qui est un écosystème extraordinaire pour partager des idées. Il y a ici un truc unique qu'on trouve probablement nulle part ailleurs dans le monde. Ce n'est pas simplement la présence des VC, des investisseurs, mais c'est surtout le fait que les gens collaborent. Les facteurs clés de notre croissance, ça a été tout d'abord le développement géographique. Criteo, qui était au départ en France, s'est développé très rapidement en Europe, puis aux États-Unis, puis en Asie. Maintenant, on est présent dans plus de 50 pays. Donc c'est un moteur très fort de notre croissance. L'ambition de ces entrepreneurs passe aussi par des alliances stratégiques. Ils envisagent sans crainte des acquisitions d'autres technologies ou n'hésitent pas à se vendre pour rejoindre un projet plus ambitieux. Criteo aujourd'hui a atteint une taille critique où on peut intégrer d'autres technologies, d'autres produits qui sont complémentaires d'une autre dans de bonnes conditions. On a déjà procédé à 3 acquisitions. Si on regarde le monde de la technologie en général, tous les grands acteurs de la technologie ont toujours un mix de croissance interne et de croissance externe qui permet d'accélérer encore le modèle. Jive, c'était un super casting, clairement. Dès le début, ils nous ont pris au sérieux. Quand ils nous ont contacté, le premier mail, le but était d'avoir un call très rapidement avec le cofondateur de Jive, qui était une boîte déjà cotée au Nasdaq, assez grosse, 600 employés. Ils m'ont fait venir 3 jours plus tard ici, j'ai rencontré beaucoup de monde, tout le monde était super sympa, tout le monde comprenait ce qu'on faisait. Ils avaient vraiment fait leur travail de regarder ce qui se passait sur notre marché et pourquoi ils voulaient racheter Productive et pas un concurrent, et ça j'ai beaucoup apprécié. L'innovation inonde tous les domaines et l'on parle aujourd'hui de disruption de marché. Now we are living in a very exciting ages. I think the internet and IT technology will redefine many things. Not just shopping, but of course media, the government service, education, the medical service will be totally different. Maybe if you see what's happening around the Bitcoin, the currency may be totally different from now. So I think we are living in a very disruptive stage, and you need to have very creative, disruptive innovation mindset. Dans ce contexte, tout le monde gagne. L'agilité et une nouvelle chaîne de valeur pour les grandes entreprises, la crédibilité et les bases de l'accélération pour les startups. Dans le meilleur cas, c'est l'occasion unique de faire émerger un champion. Les grands groupes aujourd'hui doivent savoir repérer les pépites et les acquérir, être prêts à mettre le prix qu'il faut, mais pas pour les intégrer en les étouffant, en leur donnant les moyens de se développer. Tous les grands groupes ont tout à gagner à mettre en place cet écosystème. Avec Au Féminin, on se connaissait depuis assez longtemps et ça s'est fait assez naturellement parce que nous, on avait besoin de s'asseoir à un grand groupe pour aller à l'international. Et on a compris qu'il y avait un vrai respect de l'entrepreneur, à la fois chez Au Féminin et au sein du groupe Axel Springer, et qu'il allait nous laisser la liberté, notre culture d'entreprise, qu'on n'allait pas rentrer dans un mode de synergie qui ne sont pas forcément toujours vertueuses. Qu'on allait vraiment vivre notre vie chacun de notre côté, tout en se nourrissant les uns les autres, et c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Deezer a été, je crois, une vraie arme pour Orange. Et Orange a été aussi un très bel ensemble de propagation du service Deezer vers de nouveaux clients. Ça a été mutuellement profitable aux deux parties, la start-up et le grand groupe. La Fnac aujourd'hui est un cas chez nous, a une importance tellement particulière parce que derrière ça a fait boule de neige, quoi. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait confiance. Pour eux, c'était un énorme risque. Ils ont confié la gestion de leur catalogue produit à une boîte où on était 2 qui avait 6 mois. Et on leur dit merci de nous avoir fait confiance. Parce que c'est grâce à ça que déjà nous, on a pris confiance en nous pour se dire on avance et que le marché s'est dit, les gars, ils arrivent à signer la Fnac. Regardons-le quand même un petit peu sérieusement. On va vers son premier gros client en pensant qu'on a tout compris mieux que lui et qu'on va lui amener un superbe produit qu'il n'a plus qu'à valider définitivement. Et en fait, le client nous explique qu'il y a des aspects du produit qui l'intéressent, mais qu'il reste beaucoup de travail. Et on découvre, heureusement avec humilité, qu'on connaît beaucoup moins bien son métier que ce que lui ne le connaît. Mais cette relation win-win n'est pas écrite. En dépit des hackathons, des labs d'entreprise et du soutien à l'incubation, les organisations et les startups ont à écrire leur synergie. En France, il m'est arrivé de faire 5, 6, 7 meetings pour arriver à une non-décision.
Qu'une grande boîte ne veuille pas travailler une petite, je comprends, j'accepte. Ton produit n'est pas bon, j'ai pas confiance en toi, tout va bien. Mais prenez la décision. Et l'absence de décision, en France, la difficulté qu'une petite boîte a à trouver le canal décisionnel, c'est juste mortel. Et c'est mortel pour les deux, et ça, il faut qu'ils comprennent, il faut vraiment qu'ils se réveillent. Donc il faut juste qu'ils apprennent. Et à partir du moment où ils comprendront que c'est pour leur bénéfice, je pense qu'on va faire un grand bond en avant. Il faut qu'un grand groupe apprenne, peut-être déjà culturellement, d'une start-up, apprenne des choses de son mode de fonctionnement, apprenne des choses de son agilité, qu'il a parfois un peu perdu du fait de son âge, de sa dimension, de sa complexité. Il faut aussi qu'il puisse mettre en œuvre, à travers un financement ou une accélération de start-up, des idées ou tester des solutions qu'il ne pourrait pas tester de la même façon en son sein. Je pense qu'il y a deux temps qui aujourd'hui ne se sont pas encore rencontrés. Le temps de la start-up, en tout cas le monde des start-up tel qu'on l'imagine aujourd'hui, et le monde un peu plus corporate qu'on connaît tous, le CAC 40 français et autres grosses boîtes françaises. Et je pense que ces temps-là sont en train seulement de se rencontrer. La croissance des startups est fortement consommatrice de cash. La recherche de fonds fait partie du parcours de l'entrepreneur. En 15 ans, la chaîne de financement s'est renouvelée. Les entrepreneurs pionniers de l'Internet se transforment en passeurs de relais et en contributeurs actifs de l'écosystème. Ces entrepreneurs mécènes, pour qui l'argent n'est plus un tabou, sont aussi des mentors précieux. Je pense que ce qui a le plus résonné, c'est qu'un entrepreneur aussi brillant que Pierre Chapaz, qui était déjà très successful, nous fasse confiance et nous dise « Allez-y les gars, on y va ». Alors ce qui est marrant, c'est que pour la petite histoire, un jour après, il m'a dit qu'en fait, il ne croyait pas dans le projet, mais il croyait dans l'équipe et il pensait qu'on méritait un coup de bol. Mais ce qui nous a plu, c'est qu'il nous a soutenus. C'était surtout ça, c'est qu'il nous a dit « on y va ensemble ». Je crois que les gens qui ont réussi dans cette nouvelle économie, pour la plupart d'entre eux, ne venaient pas de familles aisées. La notion d'héritage, c'est une notion différente pour eux et que ça leur paraît complètement légitime d'aider d'autres jeunes à le faire, de créer leurs propres activités ou leurs propres entreprises et de les pousser dans ce sens-là parce que je crois que l'on pense que cette prise en main de soi-même, c'est quelque chose qui sauvera la société au bout. On sait qu'on a des États qui sont pauvres, qui n'ont plus d'argent, qui passent leur temps à utiliser le peu d'argent qu'ils ont à tenter de sauver des activités qui vont disparaître. Et puis à côté de ça, il y a des jeunes qui ne demandent rien à l'État, qui ont envie de créer leur business et c'est eux qui sauveront la société, ces entrepreneurs partant de rien, qui sont capables de faire évoluer la société et de la changer. Et je pense qu'il faut faire plus confiance à eux pour aider un pays qu'à l'État. J'ai une vision de la façon dont j'investis dans les startups, qui est ce que j'ai appelé souvent mon impôt social. Moi j'ai mon père qui m'a donné 20 000 francs quand je lui ai demandé à 22 ans. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, de donner 50 000 euros pour un jeune qui démarre, comme on l'a fait avec 101 projets où on donne 25 000 euros à 101 entreprises. Est-ce que ça suffit à ces entreprises pour se développer? Je ne suis pas sûr. Par contre, de leur dire « Waouh, on a cru à votre projet », on leur donne de l'énergie en fait, ces petites picousses d'énergie. Je le fais uniquement dans des contextes où je peux apporter quelque chose, mais où je peux aussi y développer un intérêt non pas uniquement financier, mais aussi humain et relationnel. Je suis un modeste business angel, c'est-à-dire que j'essaie d'abord de démontrer que je crois aux gens, éventuellement de mettre leurs pieds sur un étrier, mais les vrais investisseurs sont des métiers de financiers qui d'abord ont des capacités bien supérieures aux miennes et qui ensuite gèrent de façon financière leur investissement. Moi je ne les gère pas, moi je tente simplement d'être précisément ces agents déclencheurs, ces catalyseurs qui peuvent aider les gens à passer de l'idée à l'acte. Il y a une chose, il y a traiter le deal flow, il y a des gens qui proposent des nouveaux dossiers et ça j'en reçois quand même pas mal, presque un par jour ou tous les 2 jours. Et puis après il y a le temps passé à suivre les dossiers dans lesquels j'ai investi et donc les personnes. Et donc en gros j'ai dit aux entrepreneurs avec lesquels je travaille que c'est à la demande, donc ils peuvent me solliciter parfois sans réunion mais par email ou par un coup de téléphone le soir, tard ou même le week-end pour réagir sur une problématique, quoi. Donc c'est un petit peu sans compter. L'indépendance financière et la gouvernance sont souvent l'objet d'une réflexion profonde. C'est ce que je trouve un peu dans le monde actuel des start-upers, de tous ces jeunes entrepreneurs qui sont hyper bons pour séduire les fonds, qui sont hyper bons pour aller lever de l'argent et qui passent un temps fou pour ça. Et je trouve qu'à un moment donné, il vaut mieux passer beaucoup plus de temps à aller vendre ses produits et rester indépendant. Parce qu'avoir un fonds chez soi, est-ce qu'on est encore le même entrepreneur que quand on veut le faire pour la liberté et se dire « Waouh, je suis encore seul, mais je suis libre de faire ce que je veux ». Quand on a un fonds chez soi, on n'est plus libre de la même façon.
Les acteurs du financement se sont eux aussi adaptés à cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Maintenant, avec les réseaux sociaux, les crowdsourcing, les angelists, chaque start-up peut se faire connaître du monde entier. Et le métier de venture capitaliste, il n'est plus d'être reconnu par ses pairs. Les rôles s'inversent. Il est d'aller repérer les bonnes startups sur AngelList, parmi les réseaux sociaux, parmi tous ces sites. Et le jeu est beaucoup plus ouvert. Je vois mon rôle un peu comme celui d'un producteur de cinéma qui essaye d'identifier des talents, d'assembler des projets et puis de les financer. Un métier où il y a beaucoup de rationnel et puis à un moment donné une part d'intuition sur le fait que telle ou telle équipe va pouvoir conduire un projet à un joli succès. Kima Ventures naissait et via Julien Hervouette, qui connaît bien Jérémy Bérébi pour avoir travaillé avec Zlio, etc., nous a dit écoute, parle-en à Jérémy Bérébi, tu verras ce que ça donne. On a fait un Skype, une semaine après on avait une term sheet. Voilà, ça s'est passé en cas Kima classique, quoi. Le package de Kima. Le premier contact avec notre premier investisseur, qui est un fonds qui s'appelle Y Combinator, était assez inhabituel parce qu'au lieu de se rencontrer en personne d'abord, on a rempli un formulaire, on est passé par un processus qui est très déterminé et après une première sélection, on a pris l'avion pour les rencontrer pendant 15 minutes. Donc c'était très inhabituel. Mais ça a marché. Et pour nous, c'était rafraîchissant de ne pas devoir préparer un business plan de 60 pages, de se focaliser sur les choses qui nous importaient le plus. Quel est le produit? Comment on va le construire? Est-ce qu'on maîtrise la technologie? C'est ce qui les intéressait et c'était rassurant pour nous. On est tous au service de l'entreprise. Il y a tout un ensemble de capacités de financement aujourd'hui qui est très large. La question de l'accélération est importante. Nous avons créé 15 pôles innovation, c'est-à-dire 15 endroits en France spécialisés pour accueillir des entrepreneurs innovants. Il y a de nouveaux modèles qui sont apparus, qui n'existaient pas il y a encore 2-3 ans, qui permettent aujourd'hui à un projet technologique d'être financé. Donc on a des solutions de crowdfunding qui permettent de financer un projet technologique, simplement demandant à ses futurs clients de miser de l'argent sur l'avenir de ce projet. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'une équipe n'a plus forcément besoin d'aller voir des investisseurs pour leur lever leur premier argent en se diluant ou en donnant une partie de leur capital ou en acceptant des conditions un peu contraignantes. Les moyens pour financer son entreprise ont évolué avec la révolution numérique. Les acteurs du crowdfunding, les business angels, les fonds d'investissement dédiés à l'innovation, ainsi que les banques, rythment cette chaîne de financement qui n'est cependant pas suffisante pour aider les jeunes pousses à devenir des acteurs mondiaux. Ce qui est plus compliqué, c'est de grandir. Et ce qui est plus compliqué, c'est vraiment de franchir un cap où on va passer de start-up à une start-up qui commence à se déployer de façon forte. On a des exemples de réussite sous les yeux. On les cite souvent. Price Minister, on a été un fantastique en France autour de Pierre Kosciusko-Morizet et de son équipe. BlaBlaCar aujourd'hui en est un autre. Mais on a malheureusement aussi pas mal d'exemples de sociétés qui n'ont pas réussi à franchir un cap ou alors qui ont dû quitter le pays, dans le fond, pour trouver les capitaux ou qui ont été rachetées pour devenir plus grosses. Ce qui a manqué à un moment à Dailymotion et ce qui manque encore aujourd'hui à de nombreuses startups, c'est le financement nécessaire pour passer de start-up à ETI, entreprise de taille intermédiaire. C'est le nouveau mal français. Les entrepreneurs d'aujourd'hui appréhendent sans complexe leur entrepreneuriat et n'hésitent pas à s'entourer. Le réseau devient une véritable clé de voûte et un réel tremplin. J'ai travaillé pour 3 startups. Et pendant ces 3 années-là, j'ai pu constituer mon réseau. Et ça a pris beaucoup de temps. Mais petit à petit, je rencontrais les bonnes personnes. Et puis les bonnes personnes me suivaient plus ou moins de loin. Et puis le jour où j'ai été prêt pour monter ma boîte, c'était un email à Jérémy, puis un autre email à Oleg Chensov, et puis un autre email à Fabrice Grinda. Et puis comme ils me connaissaient depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, ils m'ont fait confiance. Dans ce contexte, l'importance du réseau revêt alors une couleur particulière. Les écosystèmes locaux se créent et les structures d'accompagnement jouent un rôle actif auprès des startups. On compte plus de 200 incubateurs sur le territoire. Le gros apport de Rat Technologies,
Il a été pour nous donc l'international de nous emmener dans la Silicon Valley, de nous emmener à Stanford. Là, on a fait une réflexion complète sur notre business, le business plan, sur le design, sur la distribution, de penser grand en fait. L'incubateur, c'est quand même un moyen de se dire je démarre, je suis entouré, j'ai un petit loyer, j'ai des compétences autour de moi, j'ai un écosystème qui va se créer peut-être autour de l'incubateur. Par exemple, Xavier Niel va faire un incubateur dans lequel il y aura certainement des grandes entreprises de l'Internet qui prendront des bureaux dans son incubateur, ce qui veut dire que dans cet incubateur, il y aura des relations immédiates pour lever de l'argent, pour acquérir des compétences, acheter des licences ou quelque chose, etc. Oui, je crois à ça. Ça veut dire qu'on est ensemble et on est sur la même place de village qu'une entreprise a démarré et on la fait vivre. Oui, bien sûr, oui, c'est bien. Mais enfin, si vous avez une mauvaise idée, vous êtes dans un incubateur, rien de bon sortira. Par contre, si vous avez une mauvaise idée, que vous êtes dans un incubateur et que vous êtes ouvert, peut-être par la conversation avec d'autres personnes, etc., vous allez faire muter votre mauvaise idée pour qu'elle devienne une bonne idée, parce que c'est quand même ça aussi les affaires. On part sur des choses, et puis ça ne marche pas, et puis on les fait dévier par l'expérience. Donc oui, c'est le partage, l'incubateur. L'écosystème français aujourd'hui du web est de plus en plus structuré, parce qu'il y a des projets comme la French Tech qui justement sont là pour structurer les choses et faire avancer. De mon regard, il est plus facile aujourd'hui de se lancer en tant que start-up en France du côté écosystème et accompagnement. Toutes les villes ont quasiment un écosystème web avec des associations qui permettent de rassembler en fait les acteurs du web entre eux et d'échanger. Beaucoup de villes ont des cantines numériques, ce qu'il n'y avait pas forcément avant. Les personnalités politiques s'emparent elles aussi du sujet. Mais pour beaucoup, ils sont perçus comme éloignés du terrain de l'entreprise. Les entrepreneurs n'ont jamais autant interpellé les politiques sur leur contribution au dynamisme économique, social et sociétal. Face à la mondialisation, et pour maîtriser la mondialisation, il ne faut pas être dans le repli, il ne faut pas être dans la peur, il faut être dans la conquête. Il faut que les Français prennent leur destin en main, et ce n'est pas en ayant peur ou en se recroquevillant sur eux-mêmes qu'ils pourront le faire. Et donc moi je suis toujours un peu rassérénée quand je vois les générations des 20, 30, allez jusqu'à 40 ans on va dire, des entrepreneurs qui considèrent que leur terrain de jeu c'est le monde, qu'il faut prendre des risques, qu'il faut ne pas avoir peur de l'échec. L'entrepreneur c'est le nouveau conquérant. La French Tech semble jouer un rôle clé, avec pour objectif de fédérer les initiatives et donner plus d'écho à l'entrepreneuriat dans le numérique. Les hommes politiques sont souvent très talentueux, mais ne connaissent pas l'entreprise et font de la macroéconomie. Et moi, je fais plutôt de la microéconomie. Ce qui se passe dans un comportement, ce qui se passe dans une relation, ce qui se passe avec un client, ce qui se passe avec un chercheur, ce qui se passe avec un développeur, qu'est-ce qui se passe quand on a un projet et qu'on le fait. Et il faudrait juste que les hommes politiques reviennent parfois à la microéconomie, à savoir ce qui se passe vraiment sur le terrain d'une entreprise pour comprendre ce qui va se passer dans le pays plus tard. Je crois qu'on est dans un monde où il y a un énorme décalage entre la réalité et les représentations. C'est-à-dire si on va regarder les institutions, quels que soient tous les efforts qui sont faits par les ministres successifs en charge du digital, le monde institutionnel ne comprend pas ce que c'est qu'un entrepreneur. C'est pas qu'il est mal perçu, c'est qu'il ne comprend pas ce que c'est. Ça n'est pas dans sa représentation. Il va penser corps intermédiaire, il va penser situation de pouvoir, il va penser légitimité, il va penser ancienneté dans un métier. Tout ça, c'est des choses qui sont totalement exotiques pour un entrepreneur. Il ne va pas penser énergie vitale, il ne va pas penser focus sur son métier, il ne va pas penser rapidité, il ne va pas penser absence de contrôle. Donc ce sont des mondes qui sont déconnectés. Le numérique en France est porté par une conjoncture encourageante. Le chiffre d'affaires des startups a bondi de 43% entre 2012 et 2013. 22% d'emplois ont été créés en plus sur cette même période. La France est un assez bon terreau pour lancer une boîte parce qu'on a au moins 3 caractéristiques qui sont assez intéressantes. La première, c'est qu'on a un niveau de formation excellent. La deuxième, c'est que c'est super facile de monter une boîte en France. Ne pas me mésinterpréter, c'est dur de la grandir, mais la montée, c'est très simple. Et il n'y a plus de barrières administratives très grandes, à la création en tout cas, et il existe un certain nombre d'aides. Donc c'est facile de monter une boîte. Troisièmement, c'est un marché non négligeable. Donc créer une boîte en France aujourd'hui, c'est quelque chose de simple, c'est un très bon terreau, il faut le faire. On n'est plus du tout dans la situation où on pouvait se lamenter en France
Et on pouvait dire ah là là, vraiment, en France, il n'y a rien pour les entrepreneurs, il faut aller en Angleterre ou il faut aller aux US. Je pense qu'aujourd'hui, en France, il y a vraiment tout un écosystème, toute une structure, un ensemble de structures avec des incubateurs, avec des aides qui sont vraiment super pour les entrepreneurs. Dans combien de pays au monde vous pouvez partir de rien, créer votre entreprise et réussir? Une vingtaine, c'est très peu. Et la France en fait partie, on a la chance d'en faire partie. On a des incitations pour que les gens aient envie de créer leur boîte. Et puis, quand vous parlez avec les Américains qui sont venus voir ici, parfois, même certains d'entre eux trouvent que c'est plus sympa ici pour créer son entreprise qu'aux US. C'est pas la perception qu'on a ici, mais c'est pourtant mon sentiment et je pense une réalité. Je pense, quand on regarde les 2-3 dernières années, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en France. Il y a une compréhension des Français sur cette dynamique entrepreneuriale. Il y a aussi un vécu de tous les jours d'un certain nombre de Français qui voient leurs jeunes ne pas trouver de travail et se lancer dans une aventure entrepreneuriale et souvent de réussir. L'état d'esprit général est pour moi extrêmement favorable. On vit dans un pays où il est possible d'entreprendre, on peut être épaulé, on peut être aidé pour ça, on peut être entouré, on a la capacité de trouver du financement. Il n'y a pas la nécessité de faire des études brillantes, d'être un génie des chiffres. Je crois qu'il faut avant tout effectivement avoir une idée. L'idée, quand on l'a, il y a 1000 autres personnes qui l'ont en même temps. C'est surtout la capacité de pouvoir l'exécuter correctement et en faire quelque chose qui soit créateur de valeur. Donc évidemment, il faut se lancer, surtout si on a ça en soi, parce que si ça réussit à fonctionner, ce sera juste une aventure formidable, et si c'est un échec, ce sera aussi une aventure formidable dont on sortira grandi et dont on aura énormément appris.